Parler à présent de ce document qui interroge. C'est le New York Times qui révèle que Joe Biden a approuvé une nouvelle stratégie nucléaire axée sur les menaces de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. Nivine Potros, rebonjour Nivine. D'après le quotidien américain, Joe Biden prépare donc les forces américaines à anticiper d'éventuelles confrontations nucléaires. Vous avez lu en détail ce document ? Alors pas tout à fait, parce que ce document il est ultra confidentiel. Alors quel est-il ce document ? Il s'appelle Nuclear Employment Guidance et il définit la doctrine américaine en matière de dissuasion nucléaire. Alors il est mis à jour tous les 4 ans. Généralement il y a peu de changements, mais cette fois la Maison-Blanche a décidé d'y effectuer plusieurs modifications et c'est une grande première. Alors dans le détail justement, on ignore ce qui va changer concrètement, car ce fameux document, il est confidentiel. Il est si confidentiel qu'il n'en existe aucun exemplaire numérique, seulement quelques exemplaires papier. En revanche, on connaît les motivations qui ont poussé Washington à repenser sa stratégie de dissuasion nucléaire. Alors justement, quelles sont ces motivations, ces raisons ? Alors il y a 2 raisons. La première, c'est tout simplement la Chine. Le Pentagone estime que les stocks chinois rivaliseront avec la taille et la diversité de ceux des États-Unis et de la Russie au cours de la prochaine décennie. Alors selon les différentes estimations qui en sont faites, actuellement la Russie compte un peu plus de 5500 ogives nucléaires, un peu plus de 5000 pour les États-Unis et 500 pour la Chine. C'était encore 350 il y a seulement quelques années. Pour vous donner un ordre d'idée, la France possède 290 ogives. Le chiffre est stable. Alors on le voit avec ce graphique, les Chinois sont loin derrière les Russes, loin derrière également les Américains, mais les choses pourraient changer extrêmement rapidement, car l'arsenal nucléaire chinois, écrivent nos confrères américains, connaît aujourd'hui la croissance la plus rapide du monde. Les États-Unis avaient fait des estimations ces dernières années, elles sont toutes largement dépassées selon les confidences de responsables américains, d'où finalement ce changement de doctrine. Et puis l'autre raison de ce changement, c'est ce qu'on pourrait appeler l'axe du mal en caricaturant. Exactement, car selon la poignée de personnes qui a eu la chance de lire ce document, la nouvelle stratégie vise également à préparer les États-Unis à d'éventuels défis nucléaires coordonnés, le mot est très important, coordonnés, de la part de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Les Américains craignent tout simplement que ces 3 puissances décident de créer une alliance. Nos confrères du New York Times écrivent que par le passé, il semblait peu probable que des adversaires américains puissent coordonner leurs menaces nucléaires, mais le partenariat naissant entre la Russie et la Chine, ainsi que les armes conventionnelles que la Corée du Nord et l'Iran fournissent à la Russie pour la guerre en Ukraine, a fondamentalement changé la façon de penser de Washington. Il était donc doublement urgent d'agir. Merci beaucoup Nivine Potros pour ces précisions. Ce sont des informations évidemment ultra protégées. Vous aviez raison de rappeler que vous n'aviez pas eu accès personnellement aux documents, mais que vous avez lu en détail les informations du New York Times. C'est peut-être intéressant, Vincent Crouzet, de se dire pourquoi ça sort maintenant. Pourquoi c'est important que la presse américaine mette l'accent sur ce changement de stratégie évoqué par Nivine ? Parce qu'il est important pour les États-Unis de marquer en fait leur vision en matière de sécurité, qui est une vision globale, qui n'est pas seulement focalisée sur l'Ukraine et sur la guerre au Proche-Orient, mais c'est une vision globale qui englobe aussi les questions de sécurité dans le Pacifique et sur la région indo-chinoise, et chinoise. Oui. On est un petit peu dans le civis pacem parabellum, c'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre, évidemment. On est effectivement dans de la communication, mais on voit bien quand même, à travers les chiffres qu'a donné Nivine, toute l'absurdité quand même de cette situation. 5000 têtes nucléaires de chaque côté, chez les 2 grands, Russie et États-Unis, pour finalement, on l'espère, ne jamais servir. Nous, on a une dissuasion, on a une doctrine beaucoup plus raisonnable, puisque c'est la doctrine raisonnable et raisonnée, en fait, en matière de tête nucléaire, qui suffisent à terroriser l'adversaire, alors que là, on est dans des chiffres absolument abracadabrantesques. Et je pense que ce qui inquiète plus encore les Américains, c'est plutôt la montée en puissance de la marine chinoise,
qui est assez exceptionnel et qui inquiète énormément les Américains sur le contrôle des mers justement dans la zone Inde-Chine. Nous sommes par Skype avec le général Bernard Norlin. Merci d'être avec nous, ancien commandant de la force aérienne de combat, également président d'Initiative pour le désarmement nucléaire. Vous avez probablement suivi ces développements sur ce document dont parle le New York Times, qui révèle ce changement de stratégie nucléaire validé par Joe Biden et qui s'axe sur les menaces de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, à vrai dire, ça n'est pas vraiment un changement, puisque, vous savez, tout ça s'appuie sur une analyse qui est connue de la part des États-Unis sur la menace chinoise, la croissance de la menace chinoise, la persistance de la menace russe, et évidemment, le problème avec la Corée du Nord. Le problème, c'est que tout ça s'appuie sur un budget, tout ça se traduit plus exactement par un budget absolument considérable. Alors, la première remarque, c'est que ce budget, il y a longtemps qu'il est dans les tablettes des États-Unis, et il y a longtemps. C'est un budget. Pardon, général, je vous interromps, mais on a vraiment un souci de compréhension, de liaison technique. On va peut-être essayer de voir si on peut régler le souci en régie. On reviendra vers vous parce que c'est trop important pour qu'on ne comprenne pas bien ce que vous dites. Peut-être un mot, Lucas, sur l'arsenal nucléaire chinois qui est en train de se développer. C'est en tout cas ce qui ressort de cet article du New York Times. C'est ce que disait Vincent à l'instant, c'est que l'arsenal nucléaire chinois se développe effectivement. Et la marine. Considérablement. La marine et tous les secteurs de l'armée, globalement, tous les secteurs de l'armée chinoise. La marine particulièrement, parce que l'État chinois, le Parti communiste, a mis vraiment un accent sur le fait de pouvoir développer des capacités maritimes de projection très lointaine. C'est-à-dire qu'en nombre de bateaux, la marine chinoise a dépassé la marine américaine, qui était la première marine du monde. Ça ne veut pas dire, c'est des chiffres, ce sont que des chiffres, parce que c'est des calculs en tonnage, mais ça ne veut pas dire qu'il y a autant, la Chine n'a pas autant de bateaux opérationnelle et efficace que la marine américaine. Mais la marine combinée a effectivement une menace, une force nucléaire de plus en plus importante, inquiète évidemment les Américains, parce que pendant que le monde a le regard tourné vers l'Ukraine et la Russie, la Chine, elle, n'a absolument rien arrêté, tout en maintenant une pression pour que les Russes n'utilisent pas l'arme nucléaire, justement parce qu'ils veulent pouvoir, eux, continuer à développer tranquillement tout ce qu'ils sont en train de développer. C'est-à-dire que la Chine, non pas dans le plus grand secret, parce qu'elle fait des annonces sur un certain nombre de choses, mais veut être la première armée au monde et la première en capacité de se projeter, d'utiliser des armes nucléaires. Voilà, donc on a le regard tourné vers l'Ukraine et la Russie, à juste titre, mais Biden rappelle là que, attention, la véritable menace pour les décennies qui viennent, c'est la menace chinoise qui a des volontés hégémoniques, notamment dans le domaine maritime, en annexant et en essayant d'annexer, y compris des îlots philippins, des îlots vietnamiens, de contester le droit maritime international et les espaces qui y sont protégés, en disant non, historiquement, ça nous appartient. Et donc, ils déploient soit des navires de guerre, soit des navires civils dans lesquels il y a des militaires en civil, qui, avec des techniques assez particulières, ils arrosent, par exemple, avec des jets extrêmement puissants, des bateaux philippins en mer des Philippines. Enfin voilà, tout ça combiné a effectivement une menace nucléaire de plus en plus importante, fait que Biden recentre les choses. Il y a rien de nouveau, mais l'annonce américaine que c'est désormais la priorité absolue. Denis Kataïev, c'est vraiment essentiel dans ce contexte pour les Russes, et on le voyait tout à l'heure avec Vladimir Poutine et le Premier ministre russe et le Premier ministre chinois, d'accentuer ce lien très fort avec la Chine. Oui, bien sûr, parce que je pense que, à mon avis, les États-Unis, ils ont raison, parce que ils craignent les pays faisant partie d'axes du mal, que la Russie, d'axe du mal, que la Russie, la Chine et la Corée du Sud, et ils ont raison parce que la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord, bien sûr. Oui. Désolé. Et ils ont raison parce que c'est la réalité que on voit la livraison d'armes aujourd'hui au front depuis la Chine et depuis la Corée du Nord aussi, c'est-à-dire qu'ils sont alliés
peut-être aller cacher avec la Chine, mais la Chine est toujours indépendante, etc. Mais quand même, c'est la réalité de la guerre aujourd'hui. Et deuxièmement, je voudrais dire qu'en même temps, au contraire, il faut être attentif parce qu'à mon avis, quant à Poutine, quant à Medvedev par exemple, qui parle toujours sur la menace nucléaire et toujours menace les Occidentaux, les États-Unis bien sûr, mais c'est toujours un bluff. Parce que, par exemple, les Ukrainiens, ils font bouger les lignes rouges déjà à Kursk de la Russie, les lignes rouges de la Russie. Oui, ils ont dit il n'y a plus de lignes La menace rouges. nucléaire, c'est aussi la ligne rouge. Et aujourd'hui, on ne voit pas la réaction sur l'opération à Kursk, c'est-à-dire que la menace nucléaire, c'est un peu cet enjeu et pour le Kremlin aussi. C'est vrai que ça fait un moment quand même que la Russie n'évoque pas la menace nucléaire, alors qu'elle l'avait beaucoup utilisée, notamment au début de la guerre. Oui, mais sûrement que le calcul qui a été fait au Kremlin, c'était de surtout pas parler de la menace nucléaire avec l'entrée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, parce que ce serait accordé à ce moment-là de l'importance justement à l'armée ukrainienne, puisque les Russes ont toujours dit qu'ils utiliseraient l'arme nucléaire en cas de problème existentiel de la Russie. Donc évidemment, ils ne peuvent pas reconnaître qu'une toute petite armée qu'ils méprisent peut être une menace existentielle sur la Russie. Mais les États-Unis, depuis l'époque déjà de Barack Obama, avaient dit que l'adversaire de l'avenir, évidemment, c'était la Chine, sous toutes ses formes, d'un point de vue commercial, mais également militaire. Et c'est ce que vous étiez en train de nous dire, Général Bernard Norlin, avant que la communication soit coupée. On est content de vous retrouver, ancien commandant de la force aérienne de combat et également président d'Initiative pour le désarmement nucléaire. Je vous laisse poursuivre votre point de vue sur... Alors finalement, c'est peut-être pas forcément un changement de stratégie, c'est ce que vous nous disiez, hein. Exactement, puisque ça fait des années et des années, d'ailleurs, j'ai le même problème de renvoi. Non, mais on vous entend bien, nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Fort bien. Vous pouvez y aller. OK. Donc, c'est le même problème depuis l'administration Obama et même avant. La Chine a été désignée comme l'ennemi principal des États-Unis. Donc, et ça se traduit, cette stratégie qui vise la Chine en premier, c'est par un budget absolument colossal dédié au nucléaire. Je vous rappelle que les États-Unis ont prévu de dépenser pour, certes, les 30 prochaines années, 1 700 milliards de dollars. Pour les 10 prochaines années, 15 millions de milliards de dollars par an. Pour vous, je suis vraiment confuse. On a le projet Manhattan. Rappelez qu'il y a conduit à la construction. Je suis désolée, la liaison est vraiment trop mauvaise et c'est trop dommage de gâcher votre analyse. Peut-être que vous pouvez prendre la suite, Vincent Crozet. Je suis désolée, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. Non, mais je voudrais pas prendre. C'est difficile de prendre la suite du général Norlin. Non, mais effectivement, ce qui est ubuesque, c'est en fait les sommes qui sont consacrées en fait au nucléaire. Chez nous, je crois que ça correspond à 15% du budget de la défense. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais grosso modo. Donc, je voulais revenir en fait sur une information que donnait Nivin et puis sur l'alliance sino-russe nord-coréenne. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'elle est quand même très limitée parce que le nucléaire, quand même, ce sont des enjeux de souveraineté très forts où prédomine quand même la question du secret, du contrôle et de la maîtrise. Et je suis pas persuadé en fait qu'il y ait énormément d'échanges technologiques. Alors évidemment, les Russes ont besoin des composants chinois certainement pour leur industrie militaire nucléaire, mais je suis pas certain que cette coopération, cette alliance aille beaucoup plus loin en fait. D'autant que les Russes connaissent très bien l'ambition hégémonique de la Chine et que vraisemblablement un jour ou l'autre il existera des problèmes territoriaux entre la Chine et la Russie ou des problèmes commerciaux importants. Et je pense qu'ils souhaitent sauvegarder totalement leur indépendance nucléaire et puis ils veulent surtout pas doter un fou furieux en Corée du Nord vraiment de l'arme nucléaire qui pourrait faire basculer effectivement vers un conflit nucléaire. Totalement incontrôlé. J'ajoute juste, et il ne faut pas oublier que quand la Russie s'est rapprochée très fortement de la Corée du Nord à partir de septembre dernier, quand on commençait un certain nombre d'échanges, notamment que la Corée du Nord a fourni des armes à la Russie, et la Chine a pris d'un très mauvais œil. La Chine est le parrain et le garant historique de la Corée du Nord. C'est vraiment dans son giron qu'existe la Corée du Nord. Et les Chinois n'ont pas apprécié que Vladimir Poutine passe directement
avec le régime nord-coréen des deals d'échange, armes contre nourriture, armes contre peut-être des composants effectivement pour l'arme nucléaire. Les Chinois ont rappelé à l'ordre, à leur manière et sans doute très discrètement, mais les Russes, en leur disant attention, la Corée du Nord, c'est chez nous. C'est d'abord par Pékin que ça passe. Ça passe par Pékin. Et les Nord-Coréens savent très bien que malgré l'aide, les accords nouveaux avec la Russie, leur régime ne tient pas sans la Chine et sans l'aide de la Chine. Au-delà de ça, on a le sentiment que cette espèce de course à l'armement nucléaire, c'est un peu ce que vous disiez finalement, que c'est une course à celui qui aura le plus d'armes nucléaires, mais que comme on reste dans le niveau de dissuasion, on se demanderait presque à quoi ça sert. Oui, philosophiquement, il faut élargir un petit peu le point de vue et aller vers un point de vue philosophique. On sait qu'il y aura 1 ou 2 frappes ou 3 frappes, sinon c'est l'anéantissement de l'humanité. Alors peu importe, 5000 ogives nucléaires côté américain, 5400 côté russe, ça n'a absolument aucun sens. Parce que là, on parle notamment de missiles balistiques avec une puissance considérable. Donc tout ça n'a pas vraiment de sens. Je pense qu'en ce qui nous concerne, nous siégeons le fait que nous possédions l'arme nucléaire nous permet de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un point important, puisque les 5 membres permanents... En fait, c'est statutaire, finalement, l'arme nucléaire. Oui, c'est quasi statutaire. Enfin, je ne sais pas si c'est statutaire, mais en tout cas, le fait est que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité possèdent l'arme nucléaire, et nous, 290 ogives suffisent, et puis suffisent à travers notamment notre sous-marin en patrouille permanente en mer, où nos 2 SNLE, en fait, a pesé de manière très importante quand même sur l'équilibre géostratégique du monde. On va écouter, si vous voulez bien, l'adjoint par intérim à la défense pour la politique spatiale américain Vipin Narang. C'était il y a quelques semaines, mais c'est intéressant dans ce cadre. Aujourd'hui, nous estimons que la Chine a probablement achevé la construction des silos et a commencé à les charger de missiles. Cette expansion est littéralement alimentée par la Russie, Moscou fournissant à la Chine du combustible de réacteur à l'uranium hautement enrichi qui permet la production de plutonium de qualité militaire. La croissance et la diversification de la force nucléaire chinoise que nous n'avions ni anticipé ni prise en compte lorsque nous avons élaboré le programme de modernisation nucléaire il y a plus de 10 ans seront une caractéristique déterminante de cette nouvelle ère nucléaire. C'est peut-être ça ce qu'il faut retenir, c'est le sentiment des États-Unis un peu dépassés par l'accélération chinoise. Mais c'est-à-dire qu'on assiste depuis la guerre en Ukraine à une course aux armements comme on n'avait pas vu depuis la guerre froide. Et évidemment, que ce soit dans le nucléaire ou le conventionnel, actuellement c'est l'objectif de toutes ces cartes de la planète qui sont en train d'être battues avec ces nouvelles alliances, avec ces nouveaux enjeux. Et bien évidemment, le nucléaire en fait partie. Donc c'est aussi, je pense, en termes de communication que les Américains ont fait sortir l'information dans le New York Times. C'est jamais le hasard complet. C'est juste pour dire justement à la Corée du Nord, à la Chine et à la Russie que évidemment on vous a à l'œil et qu'on s'adaptera en fonction de l'évolution de la menace.